très souvent, pour pouvoir exploiter des êtres humains, il faut construire un discours. Et donc, lorsque vous voulez exploiter les habitants des Amériques, vous construisez l'idée qu'ils sont différents, qu'ils sont inférieurs. Lorsque vous voulez exploiter des personnes comme esclaves, vous devez construire aussi ce discours en disant « c'est tout à fait compréhensible ce que nous faisons, ils ne sont pas comme nous, donc ils sont exploitables ». Et le discours de la colonisation, c'est exactement la même chose. Donc on voit bien que ce sont une minorité de personnes qui construisent le discours. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très important lorsqu'on dit « ils ne sont pas comme nous », c'est qu'en fait vous êtes en train de construire le « nous ». Et donc, historiquement, on a vu comment on a classifié les gens selon la couleur de la peau. Mais c'est une construction avant tout politique pour des intérêts économiques. Ça, c'est très très important à comprendre. Vous savez, il y a un intellectuel qui est très très important actuellement, qui s'appelle Achille Mbembe. Il parle de la négrification du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande majorité des populations dans le monde sont traitées comme des nègres. Et ça revient effectivement à l'exploitation de la grande majorité des populations. Mais il faut aussi se rappeler que ce soit dans la période de l'esclavage ou que ce soit pendant la période de la colonisation, qui sont des systèmes cupides et aveugles, les personnes blanches aussi étaient exploitées. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on nous dit que si tu ne réussis pas, c'est de ta faute. Si tu réussis, c'est grâce à toi. Tu n'as pas besoin de l'autre. Tu peux faire seul. Ceux qui n'ont pas, eh ben, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux. Je trouve que nous sommes dans des sociétés où on attise en fait ce sentiment d'égoïsme. Et c'est super dangereux parce que, encore une fois, nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres de solidarité, qu'on le veuille ou non. Donc pour moi, la politique avant tout, c'est recréer ces liens. Recréer ces liens. Et je pense que chacun de nous, nous devons faire aussi attention à ne pas tomber dans le piège des catégories. J'ai découvert que je faisais partie de la catégorie noire à l'âge de 9 ans. C'est-à-dire que lorsque j'arrive de la Guadeloupe et que dans cette classe de CM2, ces enfants m'insultent sur ma couleur de peau, je reçois une blessure que je ne comprends pas. Et pendant très longtemps, j'essayais de comprendre d'où ça venait. Pourquoi? Donc je me suis intéressé à l'histoire, j'ai eu la chance de rencontrer des gens. Et j'ai fini par comprendre qu'effectivement, c'était lié à une histoire. Mais après avoir compris, je me suis dit, c'est incroyable, en fait, toutes ces années, je ne m'étais jamais intéressé à ces enfants qui m'insultaient. C'est-à-dire qu'eux aussi, en fait, avaient déjà intégré qu'ils faisaient partie d'une catégorie. Et ils avaient intégré la conviction qu'ils étaient blancs et que être blanc, c'était être mieux. Voilà pourquoi, effectivement, l'école est primordiale. On veut qu'il y ait plus d'égalité dans la société. Ça, c'est génial comme projet. Mais il faut quand même que les enfants apprennent l'histoire des inégalités à l'école. Parce que sinon, comment ils vont savoir? Parler du racisme, ce n'est pas un avis. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du racisme, on ne vous demande pas votre avis. On vous demande est-ce que vous comprenez le mécanisme. Parce que très souvent, les gens qui interviennent dans l'espace public pour parler du racisme, en fait, ils donnent leur avis. Mais en fait, il y a une histoire du racisme. Il y a des écrits, il y a des sociologues, il y a des historiens, d'accord, qui ont fait des recherches, qui ont produit des choses. Donc, quand vous avez cette connaissance, vous pouvez intervenir dans le débat public et comprendre. Mais en France, vous savez, il y a un texte très important d'Aimé Césaire, « Discours sur le colonialisme ». En fait, dans ce texte-là, il explique que les non-blancs qui ont été colonisés pendant des siècles, qui ont subi
des lois qui les infériorisaient, la première des choses qu'on vous demande, c'est de rester à votre place. C'est de rester à votre place. Quand vous êtes non-blanc, on vous dit, vous restez à votre place. C'est déjà bien ce que tu as. Et pour que les gens restent à leur place, on n'a rien inventé de mieux que la violence. Okay? Dans des systèmes injustes, pour que les gens acceptent ce système, vous n'avez pas d'autre choix d'utiliser la violence. Donc ça veut dire que c'est inscrit aussi dans l'inconscient collectif des non-blancs que lorsqu'on va intervenir et prendre la parole, il y a des grandes chances que vous allez vous faire violenter. Attention, c'est-à-dire on n'est pas naïf, c'est-à-dire que vous allez vous faire violenter. Pourquoi? Pour servir d'exemple, pour dire que vous restez à votre place. Mais toute l'histoire de la colonisation, toute l'histoire de l'esclavage raconte cette histoire. Jusqu'en 1977, on pouvait lire dans des livres destinés à des enfants qu'il y avait une race supérieure qui est la race blanche. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune honte à avoir certains préjugés, il faut juste les comprendre pour pouvoir les dépasser, pour passer à autre chose. J'ai fait la première page de Valeurs Actuelles, d'accord, pour racisme anti-blanc. Donc j'ai des amis qui sont paniqués, qui m'appellent en disant « Lilian, mais non, c'est pas possible, moi je peux témoigner ». Et donc, je leur explique, je lui disais à mon copain, je lui dis « Écoute, Martin Luther King était raciste anti-blanc ?» Il me dit « Bah non. » Nelson Mandela était raciste anti-blanc? Il me dit « Bah non. » Mais tu sais qu'à leur époque, on disait qu'ils étaient des racistes anti-blancs. Ok, ça fait partie du jeu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie du jeu. Certains ne veulent pas que la société avance, donc ils font tout pour délégitimer certaines personnes. Moi, ce livre, c'est pour les personnes de bonne volonté. Hein. C'est justement des gens qui ont envie de comprendre pour passer à autre chose. Nous sommes invités un peu partout dans le monde. On a fait des colloques, oui, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie. J'ai eu la chance, j'ai toujours un peu de mal quand je dis ça. Mais en fait, ouais, j'ai eu la chance d'être reconnu pour mon travail. Par exemple, je suis docteur honoris causa de l'université de Stockholm et aussi de l'université de Stirling en Écosse. Et c'est vrai que c'est très bizarre lorsque, par exemple, je suis en Écosse et qu'on me présente comme docteur Lilian Thuram. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand j'interviens sur ces sujets, j'interviens en donnant mon avis. Mon avis, j'ai été joueur de foot, donc j'arrive, j'ai une sensibilité pour le racisme, je suis un homme noir, donc j'interviens et je donne mon avis. Sauf que à l'étranger, ils savent très bien que ce n'est pas mon avis. C'est le fruit de recherche, de travail. C'est-à-dire que si l'université de Stockholm et de Stirling me donne le grade de docteur honoris causa, c'est pas parce que j'ai été joueur de foot. C'est parce que dans l'université, ils travaillent avec mes livres, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui étudient les livres que je peux écrire sur ces sujets. Aux États-Unis, pourquoi ce mouvement est accompagné par les sportifs? Bah, c'est historique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a toujours eu des sportifs pour dénoncer le racisme institutionnel. Toujours. Moi, ça ne m'a pas étonné qu'en France, il n'y ait pas grand-chose. Parce que je pense connaître l'histoire des luttes pour l'égalité. Je connais l'histoire des luttes contre le racisme. Et effectivement, aux États-Unis, bah, ouais, c'est ancré dans les mentalités. D'ailleurs, aux États-Unis, un joueur de basket comme Michael Jordan, on lui reprochait ça.
On lui reprochait ça ouvertement, en disant « Ok, tu es extraordinaire, mais qu'est-ce que tu fais pour faire changer la société ?» Et donc, aux États-Unis, il y a cette responsabilité. C'est ancré, c'est dans l'ADN aux États-Unis. En France, c'est le contraire. Parce qu'en France, historiquement, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas cette volonté de clarifier les choses. Il y a cette volonté de nier. En fait, nous sommes dans une forme de déni. C'est-à-dire que dans le livre, j'essaie d'expliquer qu'en France, il y a eu un racisme d'État qui a duré des siècles. Mais je pense que les gens, ils ne savent pas. En fait, c'est comment on raconte l'histoire. Et comment on raconte l'histoire construit une certaine citoyenneté. Et puis surtout en France, pourquoi on n'entend pas aussi beaucoup de voix qui vont s'élever chez les sportifs? Parce qu'il y a une peur. Et ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, on dit que la NBA a boycotté. Mais non, c'est pas vrai. Ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs. C'est pas la NBA qui a décidé, c'est pas les cadres. Ce sont les joueurs qui ont décidé de ne pas jouer, de se mettre ensemble pour faire passer un message. Parce que l'idée, c'est faire passer un message. Faire dire, bon, est-ce qu'on peut s'arrêter, réfléchir ensemble pour continuer. Si la France n'a rien fait, ça veut dire que je pense que le monde du football pense que ce n'est pas la chose la plus importante. C'est une question qui me dérange toujours. Est-ce que la situation s'est améliorée? Alors tout d'abord, lorsque j'étais enfant, il y avait déjà des bruits de singes dans les stades. Lorsque j'étais enfant. Ok. Je suis devenu joueur de foot. Lorsque je jouais, il y avait des bruits de singes dans les tribunes. J'ai 2 fils qui sont devenus joueurs de foot. Il y a toujours des bruits de singes dans les tribunes. Et donc, il faut faire très attention aussi à ne pas cantonner les choses par pays. Parce que c'est un piège. Le racisme, c'est un système de pensée monde. Moi, je me souviens très bien, lorsque j'étais joueur de foot, et je reste persuadé qu'aujourd'hui encore, c'est pas loin d'être ça. Je rentrais dans les vestiaires et il y avait toujours quelques coéquipiers qui venaient me taper sur l'épaule en me disant « Ouais, Lilian, c'est pas grave, laisse tomber. » C'est d'une violence totale, en fait. C'est pas grave. C'est-à-dire, tu sors d'un match, il y a des supporters qui font le bruit du singe, qui t'insultent, et un coéquipier te dit « c'est pas grave ». Et je reste persuadé qu'il pense être bienveillant à ce moment-là. Je pense sincèrement, il pense être bienveillant. Mais en fait, c'est d'une violence totale, en fait, que quelqu'un te dise que c'est pas grave. Mais si c'est pas grave, alors on peut continuer. Parce que c'est ça, en fait. Violenter certaines personnes, c'est pas grave. C'est ça le racisme. C'est quand on a pris l'habitude d'accepter, c'est comme ça. Je dis quelque chose de simple. Pourtant, c'est simple. Hein. Je dis, écoutez-moi bien, vous me posez la question à moi, après les matchs. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est poser la question aux joueurs blancs qui ne subissent pas le racisme et leur demander qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils doivent faire, eux, pour faire changer les choses. Parce que souvent, je trouve ça d'une hypocrisie totale. On vient demander aux joueurs noirs, ou alors il faut rester sur le terrain, ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire ouais, mais non, mais quand même, monsieur Thuram, alors, qu'est-ce qui... Vous savez, la stratégie, que ce soit de Martin Luther King, que ce soit de Malcolm X, c'était quoi? C'est faire voir aux personnes blanches de bonne volonté la violence d'un système. Et leur poser la question à savoir, pourquoi vous acceptez cette violence?